Ils ont tout essayé. L'argent, les machines, les meilleurs médecins du monde. Mais rien ne pouvait arrêter la maladie qui la tuait. Élise Beaumont, la PDG la plus puissante du pays, s'éteignait rapidement. Jusqu'à ce qu'une seule goutte de sang provenant d'un homme dont personne ne se souciait change tout. Il était un vétéran veuf, un père vivant tranquillement dans l'ombre. Elle était une femme qui n'avait jamais connu l'amour sans condition. Aucun d'eux ne savait que leur vie allait se croiser d'une manière qui guérirait plus qu'un simple corps, mais deux cœurs brisés. Avant de commencer, si vous croyez aux histoires qui réchauffent le cœur, qui montrent comment la gentillesse peut changer les destins, et comment l'amour vient souvent des endroits les plus inattendus, alors vous êtes au bon endroit. Prends un moment pour t'abonner à notre chaîne et active les notifications pour ne pas rater un seul chapitre de ce voyage inoubliable. Maintenant, commençons l'histoire. La tempête dehors n'a pas demandé la permission. Elle a déchiré le ciel de Manhattan, faisant tambouriner la pluie contre les murs de verre de la tour Whitmore comme un cri de guerre. À l'intérieur, l'Assemblée générale annuelle battait son plein. Des centaines de costumes, des écrans affichant des chiffres. Élise Beaumont, la voix tranchante comme toujours, coupait la tension avec une grâce calculée. Puis le silence. Pas une pause gracieuse, pas un temps dramatique, un effondrement. La PDG de Beaumont Biotech, impeccable, intouchable, inébranlable, s'est effondrée en avant au milieu d'une phrase, le visage pâle, les mains tremblantes, avant de retomber mollement le long de son corps. Une vague de panique a déferlé dans la salle. Les agents de sécurité se sont précipités sur scène. Les assistants cherchaient leur téléphone. Son directeur général, André Maddox, aboyait sur les ambulanciers comme s'il pouvait commander le temps, mais Élise ne bougeait pas. Au centre médical Saint-Joseph, les médecins travaillaient sous des lumières fluorescentes aveuglantes. Ce qui se passait n'était pas un arrêt cardiaque, du moins pas au sens traditionnel du terme. Le corps d'Élise était entré dans une sorte de réaction immunitaire toxique. Son système nerveux s'attaquait lui-même, comme un serpent qui se mord la queue. Tous les médicaments connus étaient inefficaces. Ses signes vitaux chutaient, l'oxygène diminuait. 1 heure, 2 heures. Puis vint le murmure qui flotte dans toutes les salles d'urgence lorsque le génie seul ne suffit pas. Il faut un miracle. Pendant ce temps, 2 étages plus bas, dans le service de don du sang, un homme vêtu d'une veste militaire aux poignets usés et à l'attitude calme était assis patiemment. Le docteur Gabriel Morel, 41 ans, ancien chirurgien de campagne de l'armée américaine, désormais médecin urgentiste à temps partiel, vivant au jour le jour, était là pour une raison simple. Il donnait son sang toutes les 6 semaines. Pas pour les 50 $, ni pour la reconnaissance, juste parce que c'était la seule habitude qui avait survécu aux funérailles de sa femme. L'infirmière lui a piqué le bras, a regardé le sang rouge remplir la poche, puis s'est arrêtée. Elle a plissé les yeux. Le scanner clignotait bizarrement. Son sang présentait un comportement hémolytique atypique, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez un donneur. Un appel a été passé à l'étage. Un autre scan, puis une course contre la montre. « Monsieur, seriez-vous prêt à faire un test de compatibilité avec un patient dans un état critique ?» Gabriel n'a pas hésité. « Branchez-moi. » 42 minutes plus tard, la respiration d'Élise s'est stabilisée. Elle n'était pas complètement guérie, mais son système immunitaire avait cessé son attaque. Ses tremblements nerveux ont disparu. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. Gabriel n'essaya pas de le faire. Il avait été dans des zones de combat où les décisions de triage ressemblaient à un pari avec des fantômes. Mais une chose était claire, son sang l'avait sauvé. 2 jours plus tard, Élise ouvrit les yeux sur un plafond stérile et un bruit blanc. Sa mémoire était floue. Elle se souvenait d'une salle de réunion, d'une douleur dans la colonne vertébrale, d'une chute, puis plus rien. André était assis à son chevet, épuisé mais calme. « T'as eu de la chance, Élise, » lui dit-il. « Ton cœur a failli s'arrêter. Ils ont appelé tous les spécialistes. Rien n'a marché jusqu'à ce qu'ils te donnent le sang d'un donneur anonyme. Un inconnu. » Elle cligna des yeux, la voix murmurante. « Qui ?» Gabriel Morel, médecin, ancien militaire, veuf, travaillant actuellement dans une clinique à Montreuil. Il a refusé de donner une interview. Il a dit qu'il ne l'avait pas fait pour la presse. Tu lui as proposé une compensation. Combien ? 10 millions. Il a refusé. Élise fronça les sourcils, luttant pour se redresser. Faites-le venir. Mais Gabriel avait déjà disparu. Lorsque l'hôpital le recontacta, il déclina l'invitation. Il n'a même pas récupéré le chèque. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, sa réponse fut calme et chirurgicale. « Je ne suis pas intéressé par le fait d'être le héros de qui que ce soit. J'ai fait ce qu'il fallait, ça suffit. J'ai fait ce qu'il fallait, ça suffit. » Les médias ont eu vent de l'histoire. Le milliardaire sauvé par un inconnu faisait la une partout. Mais personne ne pouvait mettre la main sur cet homme. Pas de LinkedIn, pas de réseaux sociaux, pas de photos à part une vieille carte d'identité militaire. Il avait refusé toutes les interviews, rejeté l'équipe juridique d'Élise et ignoré les émissaires de l'entreprise envoyés pour négocier. Il avait même changé de numéro de téléphone.
C'est là qu'Élise a commencé à se poser des questions. Elle n'avait pas l'habitude d'être ignorée, ni en tant que PDG, ni en tant que femme. Depuis l'âge de 14 ans, elle avait toujours été la plus jeune dans toutes les pièces, la plus jeune major de promotion, la plus jeune titulaire d'un brevet dans le domaine des biotechnologies, la plus jeune à s'asseoir à une table où se négociaient des contrats de plusieurs milliards de dollars. Les gens l'écoutaient quand elle parlait, ils lui demandaient de parler. Mais cet homme, ce fantôme de soldat qui lui avait sauvé la vie et qui avait disparu comme si elle n'était qu'une autre patiente sur un champ de bataille. Et cela la dérangeait. Dans sa chambre d'hôpital, elle était assise près de la fenêtre tandis que la pluie retombait sur la ville, plus douce cette fois. Elle tenait le rapport du donneur de sang anonyme dans une main, sa perfusion dans l'autre. « Docteur Gabriel Morel », dit-elle à voix haute, comme si le fait d'invoquer son nom allait le faire apparaître. À 3 pâtés de maison de là, Gabrielle se tenait silencieusement dans la chambre de sa fille, bordant Amélia pour la nuit. Âgée de 10 ans, elle avait les yeux vifs et était une grande lectrice, comme sa défunte mère. Elle n'avait aucune idée que son père venait de sauver la femme la plus puissante de New York. « Papa » marmonna-t-elle d'une voix endormie. « L'armée te manque parfois ?» Il marqua une pause. « Parfois, mais pas les raisons pour lesquelles je suis partie. » Elle resta silencieuse, puis demanda « Tu as aidé quelqu'un aujourd'hui ?» Il regarda par la fenêtre les lumières de la ville. « Oui, » répondit-il. « J'ai aidé quelqu'un, et ça suffit pour aujourd'hui. » La première chose que l'on remarquait en entrant dans la maison de Gabriel Morel, c'était le silence qui y régnait. Pas le silence froid et vide que laisse la solitude, mais le silence qu'un homme construit autour de lui comme une armure. L'appartement de 2 chambres, niché au-dessus d'un fleuriste dans un quartier calme de Montreuil, était spacieux. Il y avait un parquet usé, des chaises dépareillées et des livres empilés contre les murs à la place des trophées. La cuisine sentait légèrement le café et la camomille. Sur le frigo, il y avait exactement 2 aimants, l'un en forme de stéthoscope, l'autre une photo d'Amélia à l'âge de 5 ans, tenant un dessin de sa mère décédée. Gabriel était assis à la petite table à manger, triant des papiers, tandis qu'Amélia faisait ses devoirs de maths à côté de lui. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval asymétrique, un crayon entre les dents, elle plissait les yeux pour regarder les chiffres. « Tu sais » dit-elle sans lever les yeux, « si tu me laissais avoir un chat, cet endroit ne ressemblerait pas autant à un bunker. » Il la regarda par-dessus le bord de sa tasse de café. « Les chats et l'asthme ne font pas bon ménage, ma petite. Tu avais de l'asthme quand tu avais 5 ans. Plus maintenant. C'est comme interdire la pizza parce que tu t'es étouffé avec une fois. » Il sourit. C'était une pizza traumatisante. Elle roula des yeux, puis se remit à écrire. Gabriel avait presque fini de relire les dossiers de ses patients lorsque son téléphone vibra. Encore un numéro inconnu. Il le laissa sonner. 10 secondes plus tard, un SMS arriva. « Monsieur Morel, veuillez nous rappeler. Cela concerne l'état de santé d'Élise Beaumont. Beaumont Medops. » Il le fixa du regard. Il y avait eu 5 appels au cours des 2 derniers jours. 4 emails, une enveloppe envoyée par coursier, tous provenant de la même entreprise, tous poliment insistants, tous ignorés. Pendant ce temps, dans un laboratoire privé à l'intérieur de la clinique exécutive de Beaumont Biotech, Élise Whitmore était assise en silence, les mains crispées, tandis qu'elle regardait les résultats des tests s'afficher à l'écran. Le chercheur principal ajusta ses lunettes. « On a vérifié 3 fois. L'évolution de ton état n'est pas seulement enrayée, elle régresse. L'inflammation nerveuse est en baisse. Tes marqueurs auto-immuns se stabilisent. » Élise cligna des yeux à cause de son sang, à cause de quelque chose dans son sang. Ce n'est pas seulement une question de compatibilité. Son sang contient une structure antigénique rare qui réorganise d'une manière ou d'une autre la communication immunitaire neurale. On n'a jamais rien vu de tel. J'ai donc besoin de plus. Le médecin hésita. Avec ces niveaux, on ne peut pas prélever trop fréquemment sans causer de dommages. L'idéal serait d'avoir accès à lui dans un cadre clinique. S'il est ouvert à une contribution à plus long terme, il a déjà refusé. Puis-je vous demander pourquoi ? Elle expira, la mâchoire serrée. Parce que Gabriel Morel ne veut pas être acheté. Cet après-midi-là, Gabriel se tenait dans la salle de pause de la clinique d'urgence où il travaillait le week-end. Il versait du café froid dans un gobelet en papier lorsque la porte s'ouvrit. La femme qui entra ne portait ni maquillage ni talons, juste un jean foncé, un manteau bleu marine et les mêmes yeux qui avaient autrefois commandé des salles valant des milliards de dollars. « Élise Whitmore », dit-il simplement, comme si elle était une voisine qui passait emprunter du sucre. « Gabriel, tu m'as retrouvé dans une clinique sans rendez-vous. Je suis minutieuse. » Il but une gorgée de café, toujours pas intéressé. « Je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te demander une faveur, pour clarifier les choses. » Il pencha la tête. « Tu m'as sauvé la vie, dit-elle. Je t'ai offert 10 millions de dollars et tu es parti sans un mot. Je veux juste comprendre pourquoi. » Gabriel la regarda longuement avant de parler. «
parce que tu pensais que sauver la vie de quelqu'un devait se traduire par un chèque. Tu as supposé qu'un moment de vie ou de mort pouvait être suivi d'une transaction. C'était de la gratitude. C'était une question de propriété. Un silence s'installa entre eux. Elle prit une lente inspiration. D'accord, admettons que je comprenne. Admettons que j'accepte que cet argent te choque. Et si je te demandais de t'impliquer non pas en tant que donateur, mais en tant que médecin? Il ne réagit pas. Je veux que tu prennes mon dossier en main, continua-t-elle. Participe à mon rétablissement sur le plan médical et éthique, selon tes conditions et tes règles. Pas de test, pas d'extraction au-delà de ce qui est sûr. Pas de relations publiques, juste toi et moi, le médecin et la patiente. Gabrielle s'assit prudemment, comme si la chaise risquait de céder sous le poids de ce qu'elle venait de dire. Je n'ai pas exercé depuis des années. Je m'accroche à peine à ce boulot. Tu étais chirurgien de guerre à Kandahar. Tu as dirigé des unités mobiles de traumatologie sous les bombes. Tu es plus qualifié que n'importe qui d'autre. Son regard s'assombrit. Et pourtant, je n'ai pas pu sauver ma femme. Son expression s'adoucit. Ce n'est pas une disqualification, Gabrielle. C'est une raison pour laquelle tu t'en soucies. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. Je ne veux pas être le miracle de quelqu'un, dit-il finalement. Les gens vous mettent sur un piédestal pour mieux vous blâmer quand vous tombez. Je ne veux pas d'un miracle. Je veux un partenaire pour survivre. Les mots restèrent suspendus dans l'air, silencieux, lourds. Plus tard dans la nuit, Gabrielle se tenait au chevet d'Amélia, la regardant dormir. Elle ressemblait tellement à sa mère que ça lui faisait parfois mal. Il écarta une mèche de cheveux de sa joue et murmura « Je vais peut-être me lancer dans quelque chose de nouveau, ça pourrait compliquer les choses. » Amélia, à moitié réveillée, marmonna « Ça aidera quelqu'un ?» Gabrielle hésita. « Oui, alors fais-le, papa. Tu es doué pour aider les gens. » Et juste comme ça, l'homme qui avait autrefois sauvé des vies sous les tirs de mortier, qui s'était reconstruit à partir des débris du chagrin, prit une décision silencieuse qui allait bouleverser leurs deux vies. Le lendemain matin, l'assistante d'Élise reçut une réponse d'une seule ligne. « J'accepte l'affaire, mais je ne vous appartiens pas, docteur Morel. » La tour Whitmore était un monument de verre et d'acier, haut de 36 étages et d'une modernité chirurgicale. Elle ne susurrait pas la richesse, elle l'affichait. Dès que Gabriel Morel entra dans l'ascenseur privé qui devait l'emmener à l'étage de la direction, il sentit l'air devenir plus froid, plus dense, le genre d'air filtré 6 fois par jour et qui sentait le pouvoir. Il ne broncha pas. Il avait traversé des hôpitaux sous les bombes. Il avait recousu des soldats avec une seule main valide et 2 minutes à vivre. Mais là, il avait l'impression d'entrer sur un autre champ de bataille. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un couloir minimaliste flanqué de marbre blanc et de chêne foncé. Un jeune assistant attendait, les mains jointes, et s'inclina légèrement. « Docteur Morel, bienvenue. Mademoiselle Beaumont vous attend. » Gabriel hocha poliment la tête, sa mallette à la main, sa veste impeccable, ses chaussures modestes mais cirées. Chaque mouvement était calculé, chaque respiration mesurée. Il suivit l'assistant devant des bureaux vitrés, des lumières à détecteur de mouvement et des murs qui ne laissaient passer aucun son. Ici, le monde était silencieux, comme un sous-marin de luxe naviguant au-dessus du chaos de la vie quotidienne. Ils s'arrêtèrent devant une série de grandes portes double noir mat. L'assistant frappa une fois. La voix d'Élise, calme mais autoritaire, retentit. Entrez. Le bureau était assez grand pour accueillir un mariage. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur Manhattan. Élise se tenait près du bord, les bras croisés, vêtue d'un tailleur gris ardoise avec une broche en argent en forme d'écusson de la société Whitmore, Ses yeux se plissèrent légèrement lorsqu'elle aperçut Gabriel. « Vous êtes ponctuel, dit-elle. « Ça vient de mes missions, répondit-il simplement. Elle lui indiqua la chaise en face de son bureau. « Allons-y. » Un contrat imprimé l'attendait entre eux, relié en cuir et d'aspect clinique. Gabriel feuilleta lentement les pages, parcourant le texte. Autonomie médicale, transparence totale envers le patient, confidentialité stricte, habilitation de sécurité, accès à ses signes vitaux, à ses analyses de laboratoire, à ses scanners neuro-immunologiques, à Élise en cas d'urgence, et une ligne qu'il avait spécifiquement demandée. En aucun cas, l'enfant mineur du docteur Morel ne pourra faire l'objet de visites, d'enquêtes ou d'une exposition médiatique. Élise remarqua où son regard s'était arrêté. « Tu es protecteur. Elle a 10 ans. Je ne négocierai pas ce point. » Elle expira. « Tu te rends bien compte que j'emploie 3 attachés de presse, 2 avocats internes et une équipe de crise qui surveille mon image en temps réel. Le secret n'est pas une suggestion, c'est une question de survie. Alors on se comprend. » Il signa avec un stylo. Elle tendit le document et attendit comme une avocate. Pendant que l'encre séchait, Élise l'observa en silence, les yeux scrutant son visage comme à la recherche d'une trace résiduelle d'héroïsme. Mais Gabriel ne lui donna rien. Pas d'autosatisfaction, pas de chaleur, seulement une neutralité professionnelle. C'était désarmant dans un monde où tout le monde voulait quelque chose.
Ce soir-là, Élise fixait son dossier personnel sur sa tablette, seule dans sa suite penthouse. Ça ne lui suffisait pas. Elle voulait savoir qui il était, pas seulement ce qu'il avait fait. C'était un mystère, un homme qui se livrait si peu qu'on aurait presque dit intentionnel. Alors, elle a fait appel à une faveur. 10 minutes plus tard, un dossier sécurisé est arrivé d'un détective privé qui lui devait 3 vies et un accord de confidentialité. Il était long, à noter, classé secret à certains endroits. Mais le clou du spectacle, le premier coup de poing dans le ventre, c'était sa citation militaire. Lieutenant Collard Gabriel Morel, récipiendaire de la Distinguished Service Cross de l'armée américaine pour son courage exceptionnel et ses innovations médicales sous le feu ennemi. Reconnu pour avoir mis en place les premières unités mobiles de traumatologie lors des offensives de Kandahar. Des dizaines de vies sauvées, des blessés stabilisés dans des conditions extrêmes, des protocoles de terrain désormais standards dans toutes les opérations de l'OTAN. Mais plus loin dans le dossier, le ton changeait. Il y avait une section intitulée « Antécédents personnels », censurée. Elle la décrypta à l'aide de sa carte d'accès interne. Ce qu'elle lut ensuite lui donna la nausée. Nom, Émilie Morel. Date du décès, 9 mai. Lieu du décès, All Saints Memorial Hospital. Cause, interaction médicamenteuse indésirable. Antagoniste opioïde, étiqueté à tort comme sédatif. Médecin traitant, Gabriel Morel. Il y avait une note jointe. Une ligne, froide et clinique. Le médecin s'est retiré de la pratique chirurgicale 28 jours après l'incident. Élise posa la tablette avec précaution, comme si elle risquait de se briser sous le poids de son contenu. Lui aussi avait essayé de la sauver, sa propre femme, et il avait échoué. Le lendemain matin, Gabrielle entra dans la suite clinique qui lui avait été attribuée au 34e étage. Elle disposait de tout ce dont il avait besoin. Des écrans intelligents, un accès au laboratoire, des outils d'imagerie cérébrale et une connexion directe aux données biométriques d'Élise. Mais l'atmosphère semblait différente maintenant. Elle ne lui avait pas adressé la parole depuis qu'il avait signé le contrat. Ses assistantes s'occupaient du planning. Les échantillons de sang arrivaient sur des plateaux. Il n'y avait pas de conversation anodine. Pas avant cet après-midi-là. Elle entra sans prévenir, sans talons cette fois-ci, à pas léger et le regard impénétrable. « Vous auriez pu dire non », dit-elle en se tenant près de la fenêtre. « J'ai dit non plein de fois. Mais tu ne l'as pas fait cette fois, dit-il en marquant une pause et en posant un rapport. Parce que ton cas m'intéresse. Parce que tu avais besoin qu'on te rappelle ce que ça fait de guérir quelqu'un. » Il la regarda d'un air sévère. « Tu as lu le dossier ?»« J'ai dû le faire. » Gabrielle ne répondit pas. Ses mains se crispèrent sur les bords de la chaise. Élise ne s'excusa pas. Elle ne recula pas. Au contraire, elle parla doucement. Perdre quelqu'un et avoir encore le courage d'aider les autres, ce n'est pas de la faiblesse. C'est avoir un but. Je ne suis pas un héros, mademoiselle Beaumont. Je suis un homme qui a fait une erreur avec laquelle il doit vivre. Moi aussi. Ils restèrent là, la ville bourdonnant sous leurs pieds comme un lointain souvenir. Aucun d'eux ne se faisait plus confiance. Plus tard dans la nuit, Gabriel était assis par terre dans la chambre de sa fille, pliant du linge, pendant qu'Amélia lui racontait son concours d'orthographe. « Tu sais, elle a dit, j'ai cherché qui c'était, la femme que tu aides. » Gabriel a haussé un sourcil. « Vraiment ? Elle est partout dans les journaux. Les gens disent qu'elle est froide, certains disent qu'elle est brillante, d'autres disent que les deux. Et toi, qu'en penses-tu » Amélia a haussé les épaules. « Je pense que quelqu'un qui continue à se présenter tous les jours, même quand les gens le détestent, est probablement plus courageux qu'on ne le pense. » Gabriel la regarda, le cœur tranquillement brisé de la plus belle des façons. « Tu es peut-être plus intelligente que la plupart des adultes, » dit-il. Elle sourit. « Je sais bien que je le suis. » Le contrat était signé. Les limites étaient fixées. Mais dans l'ombre de la douleur et de la précision, 2 cœurs, protégés par le chagrin et endurcis par le passé, venaient de faire leur premier pas hésitant vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu et auquel aucun d'eux n'était prêt à donner un nom. La ville ne dormait jamais vraiment, mais elle faisait une pause entre 2 et 4 heures du matin. Quand même les klaxons des taxis se sont calmés et que les gratte-ciels ont clignoté plus lentement, comme des titans endormis, Élise Whitmore était allongée, bien réveillée dans son penthouse, la sueur collée à sa clavicule malgré la température parfaite, sa poitrine se soulevant de respirations superficielles et irrégulières. Encore un autre cauchemar. Elle fixait le plafond, essayant de comprendre ce qui l'avait poursuivi cette fois-ci. Une zone de guerre faite d'ombre, une scène qui s'effondrait, des visages sans bouche qui hurlaient en silence, et toujours au milieu de tout ça, elle, qui regardait sans pouvoir bouger. Depuis des semaines, son état s'était amélioré. Les tests étaient prometteurs, ses réactions motrices s'amélioraient, l'inflammation nerveuse diminuait. Les médecins parlaient de rémission. Mais ces nuits étaient remplies d'échos. À 3h07 du matin, pieds nus dans un pyjama en soie et un long peignoir en cachemire,
Élise se déplaçait dans le 34e étage de la Beaumont Tower comme un fantôme. Pas de sécurité, pas d'assistant, juste le ronronnement de la climatisation et le léger bourdonnement des panneaux réfrigérés. Elle poussa la porte de la suite médicale privée. Les lumières étaient éteintes, à l'exception d'une lampe de lecture dans le coin le plus éloigné. Et il était là, Gabriel Morel, assis dans le fauteuil à côté du bureau médical, les jambes croisées, un livre dans une main et son téléphone dans l'autre. L'écran était incliné juste assez pour qu'elle puisse voir qu'il ne s'agissait pas d'un appel. C'était un chat vidéo. À l'écran, une petite fille était recroquevillée sous des draps fleuris, une peluche en forme de chouette dans les bras. Et le dragon en papier volait de plus en plus haut. Gabriel lisait doucement, d'une voix basse, patiente, pleine de rythme, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce n'était pas le feu qui le rendait dangereux. C'était son cœur qui le rendait rare. Amélia sourit d'un air endormi, les yeux paupières papillonnantes. « Bonne nuit, papa », murmura-t-elle. « Bonne nuit, mon amour », répondit-il. « Tu as été formidable aujourd'hui. » L'écran s'éteignit. Gabriel ferma le livre. Il tourna la tête et vit Élise debout dans l'embrasure de la porte, immobile, le visage impassible. Elle resta silencieuse pendant un moment. Lui aussi. Puis elle dit d'une voix presque inaudible. « C'était le dragon en papier ? C'était le dragon en papier ?» Il acquiesça. C'est son préféré. Ma femme lui lisait souvent. Élise entra lentement, les bras croisés comme pour se serrer contre elle-même. Je n'avais pas entendu cette histoire depuis mes 10 ans. Gabriel ne réagit pas. Il resta simplement debout, posa le livre et débarrassa la table en silence. Je n'arrivais pas à dormir, avouait-elle. Je me suis dit que ce n'était pas à cause des médicaments. Des cauchemars ? Oui. Il lui indiqua la chaise en face de lui. Assieds-toi. Elle hésita, puis obéit. Pendant un long moment, ils restèrent assis là, sans dire un mot. 2 personnes dans une pièce stérile conçue pour survivre, pas pour être à l'aise. Finalement, Gabriel rompit le silence. « Les cauchemars ne sont pas toujours liés à un traumatisme, dit-il. Parfois, c'est juste ton corps qui te supplie de ralentir. Ralentir n'a jamais été dans le manuel, dit Élise d'un ton sec. Tu as écrit ton propre manuel. Elle ne rit pas, mais elle ne fronça pas les sourcils non plus. Mon père me disait que le repos était un luxe, dit-elle après une pause. Que le sommeil était pour les faibles, pas pour les forts. Ton père avait l'air d'un général. C'était un chirurgien, dit Gabriel en la regardant. Le mien aussi, ajouta-t-elle, du moins sur le plan émotionnel. Cela lui valut un léger sourire entendu. Élise se pencha légèrement en arrière, la voix plus douce. J'ai tout eu. Des jets privés, des diplômes de l'Ivy League, plus de maisons que je ne peux en visiter en un an. Mais pour la première fois, je ne sais pas comment gérer la seule chose que je ne peux pas contrôler. La peur. Gabriel se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la voix grave. La peur n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement, la version corporelle de la sagesse. Elle croisa son regard. Et si je l'ignore, alors elle trouve un autre moyen de te le rappeler. Des cauchemars, de la panique, de l'isolement, et finalement la maladie. Elle baissa les yeux. C'est peut-être comme ça que je me suis retrouvé ici au départ. Le silence revint, mais il n'était pas froid. Il avait changé, il était devenu partagé, et non plus imposé. « Tu es bon avec elle », dit soudain Élise. Gabriel haussa un sourcil. « Amélia, la façon dont tu lui as parlé, la façon dont elle a souri, tu l'élèves seule. » Il acquiesça. « Je t'envie. » Cela le surprit. « Tu envies d'être parent célibataire. »« Non, j'envie d'avoir quelqu'un qui te regarde comme ça, comme si tu étais le centre de son monde. » Elle se leva, serrant la robe de chambre autour d'elle. Sa vulnérabilité était à vif, mais pas fragile, juste honnête. « Je devrais y aller, » murmura-t-elle. Gabriel ne la retint pas, mais lorsqu'elle atteignit la porte, elle se retourna. Cette citation, dit-elle, celle sur le cœur du dragon, elle n'est pas dans la version originale. Il sourit légèrement. Je l'ai ajoutée pour Amélia. Élise soutint son regard. Je pense, dit-elle lentement, que tu ne m'aides pas seulement à me rétablir physiquement. Je pense que ton sang fait autre chose aussi. Gabriel ne dit rien. Je me sens plus légère quand tu es dans la pièce, continua-t-elle. Pas seulement mon corps, ma tête, mon cœur. Sa mâchoire se crispa. Ce n'est pas scientifique. Non, dit-elle. C'est quelque chose de plus dangereux. De retour dans sa suite, Élise s'assit sur le bord de son lit et regarda la ville. L'insomnie n'avait pas disparu, mais elle avait changé de forme. Elle était devenue plus calme, moins solitaire. Elle ne dormit pas cette nuit-là, mais pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pas peur de l'obscurité non plus. Le jardin sur le toit du Whitmore était une oasis privée, nichée entre des tours de verre et des climatiseurs ronronnants. Élise l'avait fait construire pour se rappeler qu'il y avait encore de la vie au-dessus du béton. Et maintenant, pour la première fois depuis des semaines, elle avait invité quelqu'un d'autre à y entrer. Pas Gabriel, mais sa fille. Amélia était assise en face d'elle,
les jambes balancées légèrement depuis le banc, serrant une tasse de chocolat chaud qu'Élise avait insisté pour qu'on lui prépare avec 3 marshmallows, pas 2. La petite fille était polie, posée, mais ne s'agitait pas comme la plupart des enfants de son âge. Il y avait une vieille âme dans ses yeux, comme quelqu'un qui avait vu trop de choses trop tôt. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit », dit Élise doucement. « Je pensais juste qu'on pourrait discuter. » Amélia la regarda pensivement. « Papa a dit que je ne devais rester que 15 minutes. » Élise acquiesça. « C'est normal. » Elles restèrent assises en silence pendant un moment, seules avec le bruit des feuilles qui bruissaient dans le vent au-dessus d'elles. « C'est vous la dame qui l'a sauvée », dit Amélia soudainement. Élise cligna des yeux. « Oui, je suppose que oui. » Amélia ne sourit pas. « Tu sais ce que ça lui a coûté de sauver quelqu'un avant ?» La question resta suspendue dans l'air comme un brouillard. Élise secoua la tête. « Non. » Amélia baissa les yeux vers la vapeur qui s'élevait de son chocolat chaud. Ça lui a coûté tout ce qu'il avait. Élise sentit sa gorge se serrer. « Tu veux dire ta mère ? Elle était à l'hôpital, » dit doucement la jeune fille. « Pas celui-ci, un autre. Papa savait que quelque chose n'allait pas. Il les avait prévenus que les médicaments pouvaient interagir, qu'ils n'avaient pas été testés pour son état. Il leur avait dit 2 fois. Ils ne l'ont pas écouté. Un temps. Puis elle est morte cette nuit-là. » Élise pouvait à peine respirer. Il s'est mis en colère. Amélia continua. Il a crié. Pas comme quelqu'un qui fait peur, mais comme quelqu'un qui a perdu une partie de son âme. Élise se pencha en avant. Qu'est-ce qui lui est arrivé après ça? Ils lui ont dit qu'il avait dépassé les bornes, qu'il avait donné une mauvaise image de l'hôpital, alors il est parti. Ou peut-être qu'ils l'ont obligé à partir. Je ne sais pas. Amélia leva les yeux, le regard vif et sage malgré son jeune âge. Donc, quand il refuse de trop t'aider, ce n'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il a déjà trop donné une fois, et personne ne lui a rien rendu. Élise resta figée dans l'ascenseur. Elle s'était excusée calmement, avait même souri à Amélia, mais à l'intérieur, son cœur battait à tout rompre. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Gabriel attendait devant le laboratoire. Son visage était immobile. « Tu m'as contourné, » dit-il d'un ton sec. « Tu as parlé à ma fille. » J'ai demandé. « Elle a accepté, » répondit Élise en essayant de rester calme. « Elle a 10 ans. Tu es la femme la plus puissante de l'État. En quoi cela te semble-t-il être un consentement ?» Sa voix ne s'éleva pas, mais la force derrière ses mots était indéniable. Je ne l'interrogeais pas. « Tu la manipulais ?»« Je ne la manipulais pas, » dit Élise en s'approchant. « Elle m'a parlé de ta femme. » Gabriel serra les mâchoires. « Ce n'est pas à elle de raconter ça. Non, Gabriel, c'est à toi. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu me traites comme une étrangère qui tient une aiguille, mais c'est moi qui ai failli mourir. J'ai le droit de savoir pourquoi l'homme qui m'a sauvé peut à peine me... Non, Gabriel, c'est la tienne, mais tu ne l'as jamais raconté. Tu me traites comme une étrangère armée d'une aiguille, mais c'est moi qui ai failli mourir. J'ai le droit de savoir pourquoi l'homme qui m'a sauvé peut à peine me regarder dans les yeux. » Sa voix se brisa cette fois-ci. « Parce que chaque fois que je le fais, je me souviens de ce qu'il m'a coûté de m'attacher à toi. » Élise hésita. La pièce se remplit de vérités tacites. La douleur se heurtait à la fierté, le chagrin à la culpabilité. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Élise dit doucement « J'ai vérifié dans les dossiers. » Gabriel se raidit. « Tu as signalé l'interaction, » continua-t-elle 3 fois à propos du risque de réaction croisée entre les médicaments. « Tu as tout consigné. On t'a ignoré. » Gabriel ferma les yeux. « Élise, arrête. Tu n'as pas perdu ta carrière parce que tu étais imprudente. Tu l'as perdue parce que tu ne l'étais pas. Parce que personne ne voulait admettre qu'il avait tort avant qu'il ne soit trop tard. » La voix de Gabriel n'était plus qu'un murmure. Je leur ai dit qu'elle avait une variante auto-immune, que les immunosuppresseurs la tueraient s'ils étaient administrés ensemble. Mais ils ne voulaient pas de retard. Elle n'était qu'une autre patiente dont le temps était compté. Et ils l'ont tuée. Il ouvrit les yeux, rougit, mais brillant. « Oui, dit-il, ils l'ont fait. » Plus tard dans la nuit, Élise était assise seule dans son bureau, entourée de dossiers ouverts et de notes médicales qu'elle avait récupérées par des voies juridiques privées. Certaines étaient lourdement censurées, d'autres étrangement claires. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tourna la dernière page, celle du rapport d'autopsie. Tout y était. Les dates, les noms, les avertissements, classés et ignorés. Elle détenait désormais la vérité qui hantait Gabriel en silence depuis des années. Il n'était pas seulement un médecin, il avait eu raison. Le lendemain matin, Élise se tenait devant la porte d'entrée de l'appartement d'amis où Gabriel et Amélia séjournaient sur le campus de Whitmore. Elle frappa. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau. La porte s'ouvrit lentement. Gabriel la regarda, épuisée, sur ses gardes. « Je ne suis pas venu pour me disputer, » dit Élise. « Je suis venu m'excuser. Il ne dit rien, j'ai dépassé les bornes. » Elle admit qu'elle était tellement désespérée de le comprendre qu'elle avait oublié de respecter le mur qu'il avait construit pour protéger ce qui comptait le plus pour lui. Toujours le silence. « J'ai tout lu. » Elle ajouta. «
Tout sur ta femme, sur ta négligence. Tu n'étais pas seulement un bon médecin, Gabriel. Tu étais un meilleur médecin que la plupart des gens ne méritaient. Il expira lentement, et je pense que tu as eu raison de partir. Mais je pense aussi que c'est peut-être le moment que quelqu'un écoute enfin. Il y eut un silence. Puis Gabriel a ouvert la porte plus largement, juste assez pour qu'elle puisse entrer. « Un café » a-t-il demandé. « Non » a répondu Élise avec un petit sourire. « Mais j'adorerais une tasse de cacao d'Amélia. » Gabriel s'est permis de respirer un peu, presque comme un souffle de paix. « 3 guimauves » a-t-il dit. Élise a acquiescé. Comme toujours. Le message arriva juste après midi, niché entre les mémos de l'entreprise et les rappels de réunion du conseil d'administration sur le téléphone d'Élise. Un simple SMS envoyé depuis un numéro inconnu. « Salut mademoiselle Élise, demain c'est mon anniversaire. Je n'ai pas invité beaucoup de monde, mais si tu n'es pas trop occupée, tu veux venir? Amélia. PS. Papa ne sait pas que je t'envoie un SMS. Ne sois pas fâchée. » Élise fixa le message plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Le coin de sa bouche se releva légèrement, hésitant. Ce n'était pas une invitation professionnelle scellée dans du papier doré. Ce n'était pas une alliance stratégique ou un coup de pub. C'était une demande sincère, écrite à la main avec de l'encre numérique, par une enfant qui voyait son père rire bien trop rarement. Et pour une fois, Élise n'hésita pas une seconde. Le lendemain soir, elle arriva discrètement, tenant un paquet de taille moyenne enveloppé dans du papier bleu et noué avec un ruban qui lui avait pris 1 heure à faire. Elle portait un jean, ce qui fit presque s'évanouir son assistante à cette idée, et un simple pull bleu marine. Pas de maquillage, pas de garde du corps, juste Élise. Le quartier était banal. Une rangée de duplex bon marché nichés entre une école primaire et un centre commercial délabré. Le genre d'endroit où personne ne s'attendait à trouver la PDG de Beaumont Biotech se promenant après la tombée de la nuit. Une femme d'âge moyen qui arrosait ses plantes 2 portes plus loin leva les yeux et cligna des yeux, surprise. « Vous êtes là pour la fille dont c'est l'anniversaire » Élise sourit. « Oui, Amélia. » La femme plissa les yeux, puis sourit plus largement. « Tu dois être la nouvelle belle-mère. » Élise se figea. La femme rit. Elle parle de toi comme si tu étais une fée marraine. Tu as de la chance que Gabriel n'ait laissé personne l'approcher depuis sa mère. La voix d'Élise se brisa un instant. Je ne suis pas... Je veux dire, je suis juste une amie. La femme lui adressa un sourire entendu. C'est toujours comme ça que ça commence. L'appartement sentait la cannelle et les pommes cuites. Des ballons légèrement dégonflés flottaient près du plafond. Et une banderole dessinée à la main sur laquelle on pouvait lire « Joyeux 11e anniversaire Amélia » était accroché de travers au-dessus du comptoir de la cuisine. Gabriel ouvrit la porte, surpris, mais pas méchant. Il portait une chemise à carreaux douce et un jean, les cheveux légèrement ébouriffés. « Tu as reçu son message ?»« Oui, » répondit Élise. « Elle est punie pour avoir utilisé mon téléphone, » dit-il d'un ton sec. « Mais pas ce soir, » dit une voix enjouée derrière lui. Amélia apparut, vêtue d'une robe jaune vif, un large sourire illuminant son visage. Elle se jeta dans les bras d'Élise avant même qu'elle ait pu s'agenouiller. « Tu es venue » murmura la petite fille, comme si elle avait peur que le dire trop fort puisse le rendre faux. « Bien sûr que je suis venue » répondit Élise, la gorge serrée. Le dîner était simple, du poulet rôti, de la purée de pommes de terre et un gâteau acheté en magasin décoré de figurines en plastique d'un dessin animé dont Élise n'avait jamais entendu parler. Mais c'étaient les rires qui remplissaient la pièce comme une symphonie. Gabriel racontait les pires blagues de papa qu'Élise ait jamais entendues. Amélia levait les yeux au ciel de manière exagérée. À sa grande surprise, Élise rit vraiment, jusqu'à devoir s'essuyer les yeux. À un moment donné, elle laissa tomber sa fourchette de joie, et personne ne s'en soucia. Il formait une image que personne n'aurait cru possible. Un veuf ancien médecin militaire, sa fille aux yeux brillants et un PDG milliardaire, tous assis à une table de cuisine bancale avec des serviettes en papier et des assiettes dépareillées. C'était tellement normal que ça faisait mal. Après le gâteau, Gabriel s'est levé pour nettoyer et Amélia a pris Élise à part, l'emmenant dans le salon où des photos de famille étaient alignées sur le mur au-dessus de la cheminée. Là, niché entre un dessin d'école maternelle et un drapeau américain défraîchi, se trouvait une photo de mariage. Gabriel était en grande tenue, les bras enroulés autour d'une femme aux cheveux auburn et aux yeux qui brillaient de rire, même sur une photo. Son regard était fixé sur lui, pas sur l'appareil photo. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qu'Élise reconnaissait, pas de son passé, mais de son désir. Une sorte d'amour qui voyait tout et restait malgré tout. « Elle était belle », murmura Élise. Amélia acquiesça solennellement. Elle composait des chansons pour s'endormir et savait tresser les cheveux très vite. Élise sentit sa gorge se serrer. « Je parie qu'elle était géniale. »« Elle l'était », dit la petite fille avec un petit sourire. « Mais parfois, je pense que papa est triste depuis si longtemps qu'il a oublié comment être autre chose. » Un moment passa. « Tu le rends moins triste. »
Élise baissa les yeux. Je ne sais pas si c'est vrai. Si, insista Amélia. Quand il parle de toi, il devient tout bizarre. Pas triste bizarre, plutôt comme s'il se souvenait de quelque chose qu'il croyait avoir perdu. Plus tard, alors que Gabriel la raccompagnait à la porte, Élise hésita sur le seuil. Je te dois des excuses, dit-elle doucement. Il haussa un sourcil. Pour avoir survécu à la crise de sucre de ma fille, pour m'être immiscé dans ta vie, pour ne pas avoir compris plus tôt. Gabriel s'appuya contre le cadre de la porte. Tu as apporté un cadeau fait maison. Tu as mangé du gâteau de supermarché. Tu as écouté l'opéra des peluches d'Amélia. Tu es officiellement absoute. Élise rit, puis redevint sérieuse. Elle m'a montré la photo de mariage. Le sourire de Gabriel s'estompa. Elle te regardait, dit Élise doucement, comme si tu étais la seule chose qui comptait. Il acquiesça lentement. Elle était le centre de tout. Et maintenant ? Demanda Élise d'une voix à peine audible. Gabriel ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix qui semblait avoir été adoucie par la pluie, il dit « Maintenant, j'essaie de me souvenir de ce que c'est que la vie quand il ne s'agit pas de survivre. » Ils restèrent debout en silence. Deux personnes liées par une même souffrance et des moments qu'aucun d'eux n'osait nommer. Élise finit par reculer. « Merci pour le dîner, dit-elle, et merci de m'avoir permis de faire partie de quelque chose de vrai. » Gabriel ouvrit un peu plus la porte. Peut-être que la prochaine fois, il ne faudra pas envoyer de SMS secret. Élise sourit, et pour la première fois, son sourire illumina ses yeux. « Peut-être que la prochaine fois, dit-elle. » La salle de réunion était plus froide que d'habitude, tant en température qu'en ambiance. Des vitres givrées enveloppaient les murs d'un silence stérile, étouffant le rythme de la ville à l'extérieur. Élise était assise en tête de table, la mâchoire serrée, le dos droit, refusant de trahir le tremblement de ses doigts. En face d'elle se tenait le docteur Henri Lenoir, le nouveau conseiller médical en chef de Beaumont Biotech, un homme dont les références étaient plus longues que la plupart des CV, mais dont les yeux se tournaient vers le directeur général plus souvent qu'il n'aurait dû. André Dubois était assis à côté de lui, les bras croisés, le front marqué par une inquiétude délibérée. Son costume sur mesure suggérait une domination discrète, mais ses yeux brûlaient d'autre chose, de la frustration, ou peut-être quelque chose de plus ancien. « Il y a un risque, dit Henri. Des transfusions répétées du sang du même donneur, en particulier d'un donneur présentant des anomalies indéterminées, peuvent provoquer une inflammation cérébrale. Nous observons déjà de légers symptômes neurologiques, un sommeil paradoxal irrégulier, un dysfonctionnement de la sérotonine et un début de compression de la mémoire. » Élise se raidit. « Tu veux dire que mon cerveau est en train de se détériorer ? » « Je dis qu'on ne comprend pas encore tout à fait ce qui se passe, » répondit Henri, prudent, « et qu'une exposition continue pourrait accélérer les dommages cognitifs. » André se pencha vers elle. « Il existe une méthode plus propre, contrôlée, reproductible, plus nette. On peut cartographier les marqueurs sanguins de Gabriel, isoler la mutation et l'introduire synthétiquement dans ton génome, en toute sécurité. »« Non, » dit Élise d'un ton ferme. Henri cligna des yeux. « Madame Beaumont, dis-je. »« Non. » Sa voix était aussi tranchante que du verre contre de la pierre. « Plus nette n'est pas synonyme de stable. Nous ne comprenons pas encore tout à fait les effets à long terme. Et je ne vais pas servir de cobaye à quelqu'un juste pour lui faciliter la vie. » André expira bruyamment par le nez. « Il ne s'agit pas de facilité. Il s'agit de survie. Tu joues à la roulette avec ta vie, Élise. » Son regard se posa sur lui. « J'ai survécu à pire. » L'air devint léant. Plus tard, dans son bureau privé, Élise se servit un verre d'eau avec les mains tremblantes. La mention de ses symptômes, subtils, enfouis et jamais exprimés jusqu'à présent, lui glaça le sang plus que les graphiques d'Henri n'auraient jamais pu le faire. Elle avait remarqué les changements, les migraines soudaines, les flashs de déjà-vu, les nuits où elle se réveillait en oubliant où elle était, mais elle les avait mis sur le compte du stress, de l'ennui, de Gabriel, d'Amélia, des sentiments qu'elle ne savait pas nommer. Mais maintenant, elle avait un mot pour les désigner. Des dommages. Elle fixa son reflet dans les parois de verre, puis murmura à voix haute, comme si elle se confiait à quelqu'un d'invisible. « Et si le remède était en train de me tuer ?» La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. André n'avait jamais eu la politesse de respecter les murs. « Tu n'es pas invincible, » dit-il en entrant. « Je n'ai jamais prétendu l'être. Tu pensais l'être, » dit-il avec un rire amer. « Quand tu as quitté notre mariage avec un email de 3 mots et un nouveau bail pour le siège social dans ta main, elle ne mordit pas à l'hameçon. « Ce n'est pas à propos de nous, » dit-elle. « Bien sûr que si, » rétorqua André. « J'allais construire une vie avec toi. Tu as préféré une entreprise. Maintenant, tu construis cette même entreprise sur le sang d'un homme brisé avec un enfant. » Élise se leva. « N'ose même pas. » Sa voix se brisa. « Je t'aimais, et je t'aimais assez pour ne pas t'entraîner dans le feu avec moi. » Il s'approcha. « C'est ça, Gabriel maintenant, le nouveau feu ?» Elle se détourna, mais la douleur dans ses yeux la trahit. « Gabriel n'est rien pour moi. Il m'a sauvé la vie, c'est tout.
Mais maintenant, il fait partie de ma vie, dit André plus doucement, plus que je ne l'ai jamais été. Les mots restèrent en suspens, non dits mais entendus. Tu ne m'as jamais laissé entrer dans ta vie, mais tu le laisses entrer dans la tienne. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Il recula d'un pas. Crispet est l'avenir. Gabriel ne l'est pas. Tu dois choisir. Pendant ce temps, Gabriel se tenait dans le service pédiatrique de l'ex-hôpital, regardant deux jeunes infirmières faire signe à Amélia après son examen de routine. Elle courut vers lui, ses bas roses s'illuminant à chaque saut. « Devine quoi ?» gazouilla-t-elle. « J'ai dessiné une licorne avec 3 ailes. » L'infirmière a dit que c'était très expressif. Il rit. Ça semble tout à fait lui. Alors qu'il sortait, un homme en costume gris foncé s'avança devant eux, grand, soigné et rayonnant d'une impatience coûteuse. « Monsieur Morel !» dit André avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Gabriel se plaça instinctivement devant sa fille. « Vous êtes André Dubois. Je suis directeur général de Beaumont Biotech, l'ancien fiancé d'Élise. » Gabriel ne dit rien. « Je suis venu vous dire en privé que votre sang met sa vie en danger et que continuer à jouer les sauveurs n'est pas un acte héroïque. C'est de l'imprudence. » Gabriel plissa les yeux. « Elle ne vous le dit pas parce qu'elle pense pouvoir s'en sortir, » continua André. « Mais si elle meurt, son conseil d'administration vous enterrera. Son héritage vous effacera. » Gabriel serra les mâchoires. « Alors tu devrais peut-être lui parler au lieu de me menacer. »« Je l'ai déjà fait, » dit André en s'approchant. « Elle ne veut pas entendre raison. Mais tu es peut-être la clé. » Gabriel jeta un coup d'œil à Amélia, qui serrait sa main plus fort. « Reste loin de nous, » dit-il d'une voix basse et calme. « Ce n'est pas une guerre que tu veux commencer. » André ne bougea pas. Ça a déjà commencé le jour où elle t'a laissé entrer dans son sang. Cette nuit-là, Élise était assise seule sur le toit de la tour Whitmore, les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des constellations, essayant de lui rappeler que le monde était plus grand que son corps. Ses doigts agrippèrent la balustrade, les jointures blanches. Son esprit repassait la voix d'Henri, les accusations d'André, le silence de Gabriel. Elle était en train de s'effondrer, et elle le savait. Un léger ping rompit le silence. Un message de Gabriel. « On doit parler demain, juste nous deux. » Elle répondit sans hésiter. « Oui. » Mais au fond d'elle-même, elle se demandait si « juste nous deux » suffirait face à tout ce qui avait déjà commencé à s'écrouler. Les flammes peignaient la nuit d'une couleur orange funèbre. Lorsque Élise fit crisser les pneus de sa voiture devant la modeste maison de Cedar Lane, la fumée étouffait déjà l'air. Un voisin s'était précipité avec un tuyau d'arrosage, mais le feu se moquait de l'eau. À l'intérieur, il faisait rage et semblait sauvage. À travers les rideaux qui flottaient au vent, Élise pouvait voir des ombres bouger, petites, frénétiques. Amélia. Sans hésiter, elle se précipita vers l'avant, ignorant les cris qui sortaient de ses poumons. La porte d'entrée était entr'ouverte. Elle la poussa pour entrer. La chaleur la frappa. La fumée lui brûlait les yeux, mais Élise ne s'arrêta pas. « Amélia !» cria-t-elle. Un faible cri lui répondit depuis le couloir. Elle se baissa et avança en trébuchant, les genoux raclant le bois, les bras tendus. Puis, de petits doigts tremblants trouvèrent son poignet. Le visage d'Amélia était couvert de suie et de larmes, et elle toussait de manière incontrôlable. « Je suis là », murmura Élise en enlaçant la fillette. « Je te tiens. » Avec toutes ses forces, elle porta Amélia vers la porte, juste au moment où une partie du plafond s'effondra derrière elle dans un craquement assourdissant. Les flammes léchèrent leurs talons lorsqu'elles se précipitèrent en dehors et s'effondrèrent dans l'herbe froide. La voiture de Gabriel arriva en dérapant depuis le coin de la rue, projetant des graviers sous ses pneus. Il s'arrêta de justesse avant de bondir hors du véhicule. « Amélia !» cria-t-il. Elle se jeta dans ses bras, toujours en train de tousser et de trembler. Élise resta figée sur la pelouse, le souffle haletant. Son blazer était brûlé, ses paumes couvertes de cloques. Mais ses yeux ne quittèrent jamais Gabriel. Le lendemain matin, il ne restait de la maison qu'un squelette fumant. Des poutres noircies, des souvenirs carbonisés, des années de chagrin et de guérison silencieuse réduites en cendres en une seule nuit d'inattention. Les pompiers avaient conclu à un accident électrique, un câblage défectueux, avait-il dit. Des prises obsolètes, peut-être une surtension, mais Gabriel n'y croyait pas. Pas après avoir refait lui-même l'installation électrique de la maison. Pas après qu'un voisin ait mentionné avoir vu un homme en manteau sombre devant la maison la nuit précédente, faisant les 100 pas comme s'il n'était pas à sa place. Pas après ce qu'André avait dit, il fixait les ruines, Amélia serrant sa main, la tête appuyée contre sa hanche. « Tu n'es pas en sécurité ici », dit Élise doucement, debout à côté de lui. « Je sais. Tu peux emménager dans la propriété Beaumont. Sécurité totale, étage privé, garde, personne ne te touchera. » Gabriel secoua la tête. « Non, tu as failli perdre ta fille, Gabriel. » Il se tourna vers elle, la voix raide. « À cause de moi. Parce que je me suis trop approché d'un monde qui ne sait pas aimer sans détruire. » Élise tressaillit.
Gabriel détourna le regard, la mâchoire serrée. « Tu crois que c'était un hasard? Que c'est une coïncidence si l'incendie s'est déclaré 2 jours après que ton ex m'ait menacé ?» Elle ne répondit pas. « Dis-moi que tu sais que ce n'était pas juste un fusible. » Elle resta silencieuse. Il acquiesça une fois. « Exactement. » Un moment passa, puis il dit « On part aujourd'hui. » Élise s'approcha. « Non, je dois le faire. Gabriel, tu es la seule raison pour laquelle je suis en vie, et Amélia est la seule raison pour laquelle je vis, dit-il. Je ne la laisserai pas devenir une victime collatérale dans une guerre que je n'ai jamais demandé de mener. » Sa voix se brisa. « Tu n'es pas juste un donneur. » Il la regarda, les yeux embués. « Élise, je n'ai jamais été juste un donneur, et tu le sais. » Cet après-midi-là, le soleil tapait fort sur le parking silencieux d'un motel pour longue durée situé à 2 villes de là. Gabriel se tenait debout, un sac de voyage en bandoulière sur l'épaule. Amélia attendait près de la porte ouverte de la voiture, sa licorne en peluche dépassant de son sac à dos. Élise n'était pas venue pour se disputer, ni pour supplier, juste pour voir. Elle regarda Gabriel tendre une carte de crédit au réceptionniste du motel, observant la façon dont il jetait un coup d'œil à Amélia toutes les 10 secondes, son instinct protecteur toujours en alerte. « Tu n'as rien à faire ici, » dit-elle finalement. « Je n'ai pas ma place là-bas non plus, » répondit-il. Sa voix était douce. « Ta place est auprès de gens qui te voient tel que tu es. » Gabriel se tourna vers elle, le visage impassible. « Et que vois-tu » demanda-t-elle en déglutissant. « Un homme qui souffre encore, qui continue de fuir, mais aussi le seul homme qui n'ait pas fui quand j'étais au plus bas. » Il baissa les yeux comme si ce mot lui faisait plus mal que de la suie sur une blessure. Elle s'avança et lui glissa un petit dossier dans les mains. « Qu'est-ce que c'est ? » « Des sauvegardes. Toutes tes recherches médicales, toutes les notes de laboratoire, les analyses sanguines, tout ce qu'on a appris pendant que tu me soignais. Garde ça. Recommence si tu veux. » Il ouvrit légèrement le dossier et parcourut les pages. Son souffle se coupa. « Tu n'aurais pas dû. Je devais le faire, » l'interrompit-elle. « Parce que je suis peut-être ta patiente, Gabriel, mais je ne suis pas ton boulet. Je ne te retiendrai pas. » Gabriel cligna des yeux. « Promets-moi quelque chose, » murmura-t-elle. « Et si ?» Sa voix tremblait. « Si je rechute, ne reviens pas par culpabilité. Reviens seulement si ton cœur te le dit. » Un long silence. Puis Gabriel fit quelque chose d'inattendu. Il s'avança, lui prit doucement le visage entre ses mains et lui murmura « Si je reviens, ce sera parce que je ne pourrai pas rester loin de toi. » Puis il s'éloigna. 2 semaines plus tard, Élise s'effondra. Cela se produisit lors d'un dîner d'affaires de routine. L'instant d'avant, elle était souriante, posée comme toujours, en train de porter un toast. L'instant d'après, ses mots étaient confus, sa main tremblait et ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital dans un état inconscient avant l'arrivée de l'ambulance. Lorsque Henri Lenoir a examiné les résultats des tests, ses mains tremblaient. « La régression neurologique s'accélère », a-t-il déclaré d'un ton grave au conseil d'administration. Sans le sang de Gabriel, elle n'a plus que 10 jours à vivre. Le visage d'André est devenu livide. « Vous aviez dit que le CRISPR pouvait marcher », a aboyé un membre du conseil. C'était une théorie, et elle l'a refusée. André fixait le sol, les mâchoires serrées. Personne n'osait dire l'évidence. Elle avait préféré Gabriel à la science. Et maintenant, elle allait mourir pour ça. Mais dans le silence de la pièce, un téléphone a commencé à sonner. Et loin de la ville, dans une chambre de motel remplie de trop de fantômes. Gabriel fixait l'identifiant de l'appelant. Beaumont médical. Il ne répondit pas. Pas encore. Gabriel était assis près du lit d'hôpital, les bras croisés sur la poitrine. Le bip des moniteurs dans la pièce derrière lui marquait la vie d'Élise d'un rythme froid et implacable. Il n'était pas entré à l'intérieur, pas une seule fois. Au lieu de ça, il fixait le sol carrelé de la salle d'attente comme s'il pouvait s'y fondre. « Docteur Morel », murmura une infirmière en lui tendant un bloc-notes. « Il demande à nouveau votre signature. » Il le prit sans parler, signa à l'aveuglette et le rendit. Les formalités administratives n'avaient aucun sens quand on avait déjà perdu ce qui comptait. « Elle est réveillée », ajouta l'infirmière d'une voix douce. Gabriel ne leva pas les yeux. « Ça ne change rien. » Quand Élise ouvrit les yeux, la première chose qu'elle vit fut le plafond stérile. La deuxième fut sa propre main. La perfusion collée à son poignet, tremblante de faiblesse. Et la troisième fut la chaise vide à côté de son lit. Il n'était pas revenu. Le docteur Henri entra en frappant doucement à la porte, la voix basse. Les signes vitaux se maintiennent, mais à peine. La transfusion sanguine nous a fait gagner quelques heures, pas des jours. Nous l'avons appelé 3 fois. Il refuse. Les lèvres d'Élise étaient sèches. Où est-il? Il est toujours à l'hôpital, mais pas ici. Elle acquiesça lentement. L'émotion frissonnait derrière ses yeux fatigués. Alors je vais aller le voir. Mademoiselle Beaumont, vous n'êtes pas... Je ne te demandais pas la permission. Gabriel ne sursauta pas quand Élise entra dans la salle de consultation familiale. Son regard resta fixé sur la fenêtre, vide et gris sous la bruine.
Tu devrais te reposer, dit-il d'un ton neutre. Je me reposerai quand je ne serai plus en train de mourir, répondit-elle. Un battement, puis un autre. Gabrielle se leva. Tu es plus forte que ça. Ne me flatte pas. Tu as clairement dit ce que tu voulais. Tu penses que c'est ce que je veux? Sa voix se brisa, rauque, effrayée. Tu as failli mourir. Mon sang n'est pas un remède. C'est une chaîne. J'ai choisi cette chaîne. Élise a craqué parce que ça m'a donné plus que juste du temps. Ça m'a donné de la clarté. Gabrielle a détourné le regard. La voix d'Élise s'est adoucie. Tu sais ce que j'ai vu la nuit de l'incendie? J'ai vu un père s'effondrer à l'idée de perdre son enfant. Et puis j'ai vu ce même homme construire un mur si vite autour de lui. Personne ne pouvait l'atteindre à nouveau. Il n'a rien dit. Tu ne me punis pas, Gabrielle. Tu te punis toi-même. Il la regarda enfin, les yeux remplis de chagrin et d'une émotion plus profonde. Parce que j'ai échoué. Ma femme est morte dans un hôpital comme celui-ci. Et j'étais là. J'ai tout fait comme il fallait. Et ça n'a pas suffi. Ce n'était pas ton échec. Elle était tout pour moi. Un long silence s'installa entre eux, puis Élise dit doucement « Laisse-moi parler à Amélia ». Ils se retrouvèrent dans le jardin sur le toit, un ancien héliport transformé en sanctuaire tranquille. Le ciel était bas, assombri par des nuages d'orage. Amélia était assise sur le banc, vêtue de sa veste d'école, balançant nerveusement ses pieds. « Je suis désolée de t'avoir entraîné dans tout ça », commença Élise. Amélia secoua la tête. « C'est moi qui t'ai invitée, tu te souviens ?» Elles échangèrent un petit sourire triste. « Il souriait plus avant », murmura Amélia. « Avant que maman meure. Il me lisait des histoires avant de dormir et prenait des voix rigolotes. Il dansait dans la cuisine. » Élise la regarda. « Cette version de lui te manque ?» Amélia acquiesça. « Parfois, je pense qu'il est parti avec elle. La partie de lui qui aimait le monde. » La voix d'Élise était douce. « Il aime toujours le monde. C'est juste qu'il l'aime en silence maintenant. » Amélia hésita. « Tu lui fais peur. » Élise cligna des yeux. « Quoi ? Pas dans le mauvais sens, » précisa la fillette. « C'est juste que s'il tient à nouveau à quelqu'un, ça signifie qu'il peut à nouveau perdre. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds et beaux. Amélia pencha la tête. Mais c'est peut-être la seule façon pour lui de guérir. Aimer à nouveau, Élise déglutit péniblement. Amélia lui glissa un morceau de papier plié. « Il a écrit ça hier soir. Je l'ai trouvé dans sa veste. Il ne l'a pas envoyé. » Élise l'ouvrit. Il était adressé à Émilie. « Ma très chère M, j'entends encore ton rire quand Amélia laisse ses chaussettes dans le frigo encore une fois. Tu levais les yeux au ciel et tu disais « C'est ta fille, tu sais. » Et tu avais raison. Je t'ai déçu. Pas parce que tu es morte. Je sais que la mort n'est pas quelque chose que même les meilleurs médecins peuvent éviter. Je t'ai déçu parce que j'ai arrêté de vivre après ton départ. Je pensais que le chagrin était synonyme de loyauté. Mais maintenant, je me demande si l'amour, le véritable amour, exige plus que le silence et l'ombre. Il y a quelqu'un. Elle est compliquée, forte, le genre de force qui te donne envie d'être meilleur. Pas seulement pour elle, mais pour toi-même. Et je déteste que ça m'importe. Parce que s'importer, c'est prendre à nouveau des risques. Mais ne pas s'importer, ce n'est pas la vie. C'est juste survivre. Tu me manques, monsieur. Je t'aimerai toujours. Mais peut-être que la meilleure façon d'honorer ton amour est de ne pas mourir avec toi. À toi pour toujours, Gabrielle. Cette nuit-là, Élise était assise seule dans sa chambre d'hôpital, la lettre entre les mains, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle ne savait pas ce que demain lui réservait, mais elle savait maintenant. Il n'était pas parti, pas vraiment. Son cœur attendait juste la permission. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle venait de la seule voix qu'il n'avait jamais cessé d'écouter. Ses filles, la grande salle de bal de la Whitmore Tower, n'avaient pas vu autant de caméras depuis des années. Les journalistes se pressaient côte à côte sous les lustres étincelants, leurs objectifs braqués sur l'élégant podium en acier au centre de la scène. Sur l'écran géant derrière lui, des lettres blanches en gras brillaient. Une avancée majeure dans le domaine de la thérapie génique. Whitmore dévoile l'avenir. André Monroe se tenait droit, vêtu d'un costume parfait, le sourire clinique et triomphant. En tant que directeur des opérations, il avait l'habitude d'être au centre de l'attention. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il avait l'intention de faire la une des journaux pour des générations. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix amplifiée et claire, « ce que nous vous présentons aujourd'hui n'est pas seulement un traitement, c'est une révolution. » Des diapositives défilèrent derrière lui, des brins d'ADN, des cartes neuronales, des graphiques illustrant la réparation cellulaire. Le public acquiesçait, certains visiblement impressionnés. André marqua une pause juste assez longue pour laisser le buzz monter. Notre protocole basé sur le CRISPR a passé avec succès les simulations précliniques et, avec l'approbation du conseil d'administration, dit-il en jetant un coup d'œil à Élise assise à sa droite, nous commencerons les essais sur l'homme au cours du prochain trimestre, en commençant naturellement par notre propre PDG. Des applaudissements polis suivirent, mais Élise ne bougea pas. André se pencha vers le micro et ajouta «
Nous pensons que cette thérapie rendra obsolètes les interventions expérimentales précédentes, y compris, malheureusement, le protocole non conventionnel à base de plasma dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Voilà, c'était dit, l'attaque voilée. Élise se leva. Les caméras se braquèrent sur elle. André la regarda, surpris. Elle dit d'une voix calme mais résolue. « Je crains de ne pas pouvoir soutenir cette annonce. J'ai bien peur de ne pouvoir soutenir cette annonce, » dit-elle d'une voix calme mais résolue. La salle se figea. Des murmures parcoururent la fosse réservée aux médias. André cligna des yeux. « Élise, on en a discuté. Je suis toujours PDG, André. » Elle l'interrompit. « Et j'ai quelque chose à dire. » Elle s'avança vers le podium, ses talons résonnant comme des tambours de guerre. Quand elle regarda vers la mère de visage, elle se tint droite, le visage impassible. « Je me bats contre une maladie dégénérative rare depuis plus d'1 an, commença-t-elle. Beaucoup d'entre vous le savent. Ce que vous ne savez pas, c'est à quel point j'ai frôlé la mort. Pas une fois, mais à plusieurs reprises. » Elle jeta un coup d'œil vers le fond de la salle. « Non, Gabriel. » Mais elle continua. Il n'y avait aucun remède, aucun essai clinique, aucun médicament miracle. Une seule chose m'a donné du temps. Une transfusion sanguine d'un homme qui n'a jamais demandé à être sous les feux de la rampe. Un homme qui a autrefois servi ce pays, qui a perdu sa femme dans un hôpital qui l'a laissé mourir, et qui a quand même trouvé dans son cœur la force de sauver une inconnue. Le silence était maintenant total. Je lui ai offert 10 millions de dollars. Élise a dit qu'il avait refusé. Pas une fois, pas 2 fois, à chaque fois, parce que certaines choses n'ont pas de prix. André s'avança, le visage tendu. « Élise, avec tout le respect que je te dois, les anecdotes personnelles ne font pas partie de notre politique. Nous sommes une entreprise de biotechnologie. Nous nous basons sur des faits. Alors laissez-moi vous en donner un, » dit Élise en se tournant à nouveau vers le public. « L'homme qui m'a sauvé la vie, Gabriel Morel, est le même médecin qui, il y a 5 ans, a rédigé un rapport mettant en garde contre une interaction médicamenteuse qui a entraîné la mort de sa femme. Un rapport qui a été ignoré par la direction d'un hôpital qui cherchait à obtenir des autorisations plus rapides. » La salle explosa. Les journalistes se mirent à crier tous en même temps. Les micros se précipitèrent vers l'avant. Un journaliste se leva, une tablette à la main. « Est-il vrai que l'affaire a été étouffée ?» Élise acquiesça. « Jusqu'à la semaine dernière, lorsque j'ai rouvert l'enquête. » Le visage d'André est devenu livide. « Et maintenant, a-t-elle poursuivi en élevant la voix pour couvrir le bruit, les preuves l'ont innocenté. Il ne l'a pas laissé tomber. C'est le système qui a failli. Le coup de théâtre a fait taire l'assemblée. Puis des applaudissements ont éclaté, d'abord timides, puis de plus en plus forts. André a serré les mâchoires, mais n'a rien dit. Élise a reculé, respirant par saccades. Pas à cause de la maladie, mais du soulagement. 5 ans d'injustice effacés en 5 minutes. Plus tard, dans le calme de son bureau, Élise s'assit près de la fenêtre donnant sur la ville. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids émotionnel de ce qui venait de se passer. La porte s'ouvrit doucement derrière elle. Elle ne se retourna pas. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-elle. La voix de Gabriel était basse, douce, moi non plus. Il resta derrière elle en silence pendant un moment. « Tu n'avais pas besoin de me défendre comme ça. Je ne te défendais pas toi, » dit Élise, toujours tournée vers l'horizon. « Je défendais la vérité. » Une pause. « Je pensais que tu me détesterais, » murmura-t-elle pour avoir rendu tout ça public. Il s'approcha d'elle. « Tu m'as rendu quelque chose que je ne pensais pas mériter. » Elle se tourna vers lui, les yeux plongés dans les siens. « Qu'est-ce que c'est ?» Il hésita. Une voix. Pour la première fois depuis des jours, elle sourit. C'était un petit sourire, mais un vrai. « Tu m'as donné plus que ça, Gabriel. Tu m'as donné du temps, du souffle, une chance de me sentir à nouveau en vie. Je ne voulais rien en échange. »« Je sais, » murmura-t-elle. « C'est pour ça que ça compte tant pour moi. » Il la regarda. Vraiment. Et pour la première fois, les murs autour de lui commencèrent à se fissurer. « Je ne suis pas venue ici pour être ton héros, Élise. Je n'avais pas besoin d'un héros, répondit-elle. J'avais besoin de quelqu'un qui me voie quand j'avais cessé de me voir moi-même. » Le silence les enveloppa, chaud et intense. Puis Gabriel demanda. « Et maintenant ?» Élise regarda à nouveau la ville. « Maintenant, on continue. Et peut-être que cette fois-ci, pas seul. » Dehors, les médias continuaient de s'agiter autour de l'histoire de l'homme qui avait refusé 10 millions. Mais dans cette pièce, quelque chose de bien plus grand avait été gagné. Le respect, la rédemption et les prémices fragiles de quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui était bien réel. Et cela, plus que n'importe quel communiqué de presse, allait durer, car la pluie commença peu après minuit. Ce n'était pas une douce berceuse sur les toits, c'était une pluie torrentielle et urgente qui frappait les fenêtres de l'hôpital comme les poings d'un monde refusant de dormir. Les lumières des urgences bourdonnaient sous la pression. Les infirmières se déplaçaient rapidement, leurs voix s'entrecoupaient et tremblaient d'urgence.
Gabriel Morel se tenait figé dans l'embrasure de la porte de la chambre d'Amélia, son calme militaire se fissurant à chaque seconde qui passait. Sa fille était en train de faire une crise. Son petit corps si plein de vie et de rire gisait maintenant inerte sur le brancard. Sa peau était pâle et moite, ses lèvres teintées de bleu. Les médecins criaient des ordres, les moniteurs clignotaient en rouge. La voix du médecin traitant était aiguë, précise. « Il faut du sang. Oh, négatif. Le test de compatibilité a échoué. Les plaquettes sont en train de s'effondrer. » Gabriel essaya de parler, mais les mots moururent dans sa gorge. « Je peux donner le mien, » commença-t-il. « Vous l'avez déjà fait, » l'interrompit le médecin. « Elle a développé des anticorps après des transfusions répétées. On ne peut pas prendre ce risque. » Gabriel s'agrippa au bord de la porte. « Alors trouvez quelqu'un, on essaye. » Mais le temps était plus fort que l'espoir. Puis les portes s'ouvrirent brusquement. Trempé, son manteau de créateur complètement mouillé, ses talons résonnant avec une détermination implacable. Élise Whitmore entra comme une tempête envoyée par les dieux. « Je suis O négatif, dit-elle. L'infirmière hésita. « Mademoiselle Whitmore, votre état. » Je dis « Prenez-le. » Élise répondit sèchement en déboutonnant sa manche. « Maintenant. » Gabriel se retourna, stupéfait. « Élise, non. Ton système immunitaire est encore faible. » Elle le regarda, non pas comme une PDG, ni comme une patiente, mais comme une femme qui avait choisi de se battre. « C'est ta fille, » dit-elle doucement. « Ce qui veut dire qu'elle fait aussi partie de ma vie. » Et sans attendre sa permission, elle tendit son bras. L'infirmière s'empressa de la piquer. La poche de sang se remplit lentement, rouge contre le verre, épais, symbole d'un sacrifice silencieux. 2 heures plus tard, la tempête à l'extérieur s'était calmée, laissant place à un silence constant. Mais à l'intérieur de l'unité de soins intensifs, la véritable tempête venait de passer. Les signes vitaux d'Amélia se stabilisaient. La fièvre était tombée. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier et superficiel. Elle était hors de danger. Mais Élise ne l'était pas. Gabriel était assis à son chevet, la perfusion sifflant doucement à côté d'elle, son visage trop pâle pour être rassurant. Elle semblait dormir, mais sa respiration était superficielle, ses lèvres sèches. Le médecin entra, hésitant. Elle s'est effondrée à cause d'une perte de sang importante. Ses taux étaient déjà à la limite. Elle n'aurait pas dû se lever, encore moins donner son sang. Gabriel fixait Élise, la gorge serrée. Le médecin a ajouté « Mais elle vient peut-être de sauver la vie de votre fille. » Dès que le médecin est sorti, Gabriel a pris la main d'Élise. Elle était froide et délicate. Il avait vu des hommes se vider de leur sang dans des zones de guerre. Il avait vu des héros tomber, la poitrine couverte de médailles et la peur dans les yeux. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas le devoir, ce n'était pas le protocole, c'était de l'amour. Silencieux, imprudent et totalement immérité. Une larme coula sur sa joue comme une confession. « Tu n'étais pas censé faire ça », murmura-t-il. « Tu n'étais pas censé prendre ce risque. » Élise remua légèrement. Il se pencha vers elle. « Tu as dit que personne ne t'avait vu, » murmura-t-il. « Mais moi, je t'ai vu. Je vois tout maintenant. Pas la PDG, pas l'image publique, mais la femme qui a traversé le feu pour un enfant qui n'était pas le sien. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent dans un souffle à peine audible. C'est elle. Gabriel se figea. Élise ouvrit lentement les yeux. « Elle est à moi aussi. » Il expira bruyamment, submergé par l'émotion. « Tu aurais pu mourir. Tu aurais dû mourir, » répondit-elle. Et tout à coup, la tempête qui faisait rage en lui se calma. Gabriel baissa la tête, le front contre sa main, des larmes silencieuses coulant sur sa peau. Au cours de toutes ces années de guerre, de pertes, d'opérations chirurgicales dans des tentes et des unités de triage, il n'avait jamais pleuré comme ça, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver Amélia. Il s'agissait de quelqu'un qui avait choisi de la sauver, quelqu'un qui l'avait choisi. Plus tard dans la matinée, alors que l'aube pointait à travers les nuages d'orage, Amélia se réveilla et trouva son père endormi dans un fauteuil à côté du lit d'Élise. Leurs mains étaient toujours entrelacées. Elle entra dans la chambre sur la pointe des pieds, enveloppée dans une couverture d'hôpital. Elle s'arrêta à la porte et les regarda. Elle ne dit rien, ne bougea pas. Elle se contenta de sourire. Car même une enfant pouvait voir ce que 2 adultes brisés ne pouvaient pas voir. Il ne s'agissait plus seulement de survivre. C'était le début de la guérison. Ensemble, le soleil était à peine levé lorsque Gabriel frappa à la porte d'Élise. Pas de fanfare, pas d'entourage, juste lui, dans un pull gris doux, un jean usé et cette même gravité tranquille qui semblait toujours faire taire le bruit du monde autour de lui. Élise ouvrit la porte, le visage encore pâle, mais les yeux plus brillants qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. « Habille-toi », dit-il doucement. « Je veux te montrer quelque chose. » Le trajet fut silencieux et pittoresque. Il ne dit pas où ils allaient et elle ne demanda pas. C'était la première fois depuis des années qu'elle se permettait de s'abandonner,
non pas à un homme, mais à un moment. Ils s'arrêtèrent près d'une plage tranquille, encore lisse après les récentes pluies. Les vagues étaient douces, effleurant le sable, avec une grâce que seul le temps pouvait perfectionner. Élise sortit de la voiture pieds nus, laissant le vent marin emmêler ses cheveux. Gabriel marcha à ses côtés, près d'elle, mais sans la toucher. Le silence entre eux était riche, pas gênant, pas vide, mais rempli de toutes les choses qui n'avaient pas besoin d'être dites. « Tu venais souvent ici ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. Avant Amélia, avant la guerre, quand je croyais encore que réparer les choses signifiait qu'elles restaient réparées, un petit rire s'échappa de ses lèvres. Et maintenant je sais que certaines choses se brisent pour faire place à quelque chose de mieux. Elle se tourna vers lui, soudain sérieuse. « Pourquoi m'as-tu vraiment amené ici ?» Gabriel expira, scrutant son visage comme pour le mémoriser. « Parce que j'avais besoin que tu vois où j'ai fait une promesse autrefois. Et je veux en faire une autre. » Son cœur battait à tout rompre. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un simple coquillage, lisse, blanc, sans particularité. Mais dans sa main, il semblait sacré. « Quand j'étais en mission à l'étranger, commença-t-il, chaque fois que je pensais que je n'en reviendrais pas, j'imaginais cet endroit, ce bruit. L'océan ne te demande rien. Il continue simplement d'exister. Peu importe qui part. » Il lui prit la main doucement, avec révérence. « Si tu survis à ça, si tu es toujours debout quand cette guerre sera finie, je veux t'épouser, Élise. » Les vagues s'arrêtèrent pour attendre sa réponse. Elle ne pleura pas, elle ne haleta pas. Elle se contenta de sourire. Un petit sourire, discret et sincère. « Personne ne m'a jamais choisi, » murmura-t-elle. « Pas sans savoir ce que je pourrais donner en échange. Pas sans condition. » La voix de Gabriel se fit plus basse. « Je ne suis pas là pour ton empire. Je suis là parce que tu es entré dans une maison en feu pour sauver ma fille. Je suis là parce que tu me donnes l'impression que j'ai encore quelque chose pour quoi me battre. Et parce que quand tu n'es pas là, rien n'a plus de sens. » Elle appuya son front contre le sien, leur souffle se mélangeant dans l'air salé. « T'es fou, » dit-elle doucement. « Et pourtant, t'es là. » De retour à l'hôpital 2 jours plus tard, les derniers résultats arriva. Le docteur Laurent, l'hématologue qui avait suivi l'état d'Élise, se tenait au bord de son lit, l'air entre la stupéfaction et l'incrédulité. « Je ne sais pas comment l'expliquer, » dit-il. « Ton corps ne réagit plus au sang de Gabriel, ce qui est une bonne chose. » Gabriel se raidit. « Tu veux dire qu'il le rejette ? Je ne sais pas comment l'expliquer, » dit-il. « Ton corps ne réagit plus au sang de Gabriel, ce qui est une bonne chose. » Gabriel se raidit. « Tu veux dire qu'il le rejette ? » « Non, » répondit Laurent en montrant le dossier. « Je veux dire qu'il n'en a plus besoin. Ton système immunitaire, il a évolué, il s'est adapté. Les anticorps que ton corps a développés ont compensé la carence. En termes médicaux, tu es stabilisé. » Élise cligna des yeux, stupéfaite. « Vous voulez dire que je suis en rémission, » dit le médecin avec un doux sourire, « peut-être même guéri. Et ça s'est produit plus rapidement que nous n'avons jamais vu chez un patient dans ton état. » Gabriel la regarda, les yeux écarquillés. Élise était sans voix. Laurent continua en refermant le dossier. Parfois, le corps décide simplement qu'il veut vivre. La pièce était silencieuse lorsqu'il quitta la pièce, laissant le poids de ses mots flotter dans l'air comme un miracle trop fragile pour être nommé. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville clignotaient sous la fenêtre de l'hôpital, Élise se tenait à côté de Gabriel, les bras croisés. « J'ai peur, » admit-elle. « De quoi ? Que cette vie ne soit pas temporaire, d'espérer. » Gabriel se tourna vers elle et posa sa main sur son cœur. « Tu as survécu aux salles de réunion, au procès, à la trahison, à un corps qui te lâche. Tu penses que l'espoir est la limite à ne pas franchir. » Elle rit cette fois-ci de tout son cœur. Puis elle leva la main et effleura le côté de son visage. « Promets-moi quelque chose, » murmura-t-elle. « N'importe quoi. Quand tu me redemanderas en mariage, fais-le un jour qui n'est pas gâché par des aiguilles et des résultats d'examen. » Il sourit. « D'accord. Mais Gabriel. » « Oui. » Elle se pencha vers lui et posa sa tête contre sa poitrine, les yeux fermés. « J'ai déjà dit oui. » L'océan les attendait toujours. Et cette fois, quand ils reviendraient, ils ne marcheraient pas comme des étrangers qui s'étaient sauvés mutuellement, mais comme 2 personnes qui avaient appris la vérité la plus puissante qui soit. L'amour n'est pas censé être logique, il est censé être réel. Le grenier était poussiéreux, silencieux et baigné par la lumière dorée de l'après-midi qui filtrait à travers la fenêtre étroite. Gabriel s'agenouilla à côté d'un vieux coffre en cèdre, du genre qui sentait encore légèrement la lavande et le thym. Amélia était assise en tailleur à côté de lui, ses petites mains balayant la poussière du couvercle. « Tu es sûr que tu veux l'ouvrir maintenant, papa ?» Gabriel hésita. Le coffre n'avait pas été ouvert depuis les funérailles. Peut-être même pas depuis avant le diagnostic, mais quelque chose dans la mort d'Élise, dans la façon dont elle avait donné son sang sans hésiter pour sauver Amélia, avait brisé plus qu'une dette. Cela avait brisé son cœur. Il acquiesça,
et souleva le couvercle. À l'intérieur, parfaitement conservés dans des paquets soignés enveloppés d'un ruban, se trouvaient des lettres. Des dizaines, certaines jaunies, d'autres croustillantes, certaines écrites au marqueur épais avec des cœurs ridicules, d'autres dans une écriture cursive délicate. Amélia attrapa la première. « Pour toi, un jour », lut-elle à voix haute avant de la tendre à son père. Gabriel déplia la lettre avec des doigts tremblants. Il reconnut immédiatement l'écriture d'Émilie, sa défunte épouse, régulière et élégante, à l'image de la femme elle-même. Il lut en silence, ses yeux parcourant lentement chaque mot, le cœur serré. « Gabriel, si tu lis ceci, je suppose que je ne suis plus là. Cela me brise le cœur rien que d'y penser. Mais si tu es là, j'espère que tu es assis au soleil. J'espère qu'Amélia est près de toi. Et j'espère que tu n'as pas laissé le monde fermer ton cœur à jamais. Si tu as trouvé quelqu'un d'autre, et je prie pour que ce soit le cas, aime-la comme tu m'as aimé, pleinement, sans crainte, sans réticence. Je sais à quel point tu es loyal. Mais la loyauté ne signifie pas construire un sanctuaire au passé. Ça veut dire honorer l'amour que nous avons partagé en vivant. Et si jamais elle doute de la profondeur de ton amour, dis-lui. Dis-lui que tu as aimé une femme plus que tout, que tu es resté éveillé toutes les nuits pendant des semaines pour mémoriser le rythme de sa respiration, de peur qu'elle s'arrête. Dis-lui que tu lui as tenu la main pendant des moments de douleur si intenses que son monde s'est effondré autour d'elle. Et que tu ne l'as jamais lâché. Dis-lui que tu étais un soldat, un guérisseur, un mari, et que tu es toujours les trois. Si tu as toujours la bague, donne-la lui. Ou mieux encore, offre-lui-en une nouvelle. Une qui dit « Je te choisis pleinement maintenant, parce que l'amour n'est pas une seconde chance. C'est un nouveau début. » Gabriel ne bougea pas. Son souffle se bloqua sur quelque chose de trop ancien et de trop sacré pour être nommé. Sa poitrine lui faisait mal, mais pas de chagrin. Elle lui faisait mal de paix. Cette nuit-là, il sortit un petit écrin de velours qu'il cachait depuis des mois. Ce n'était pas l'ancienne bague, même s'il l'avait gardée aussi. Elle était soigneusement rangée dans son portefeuille comme une relique. Celle-ci était nouvelle. Un simple anneau en platine avec un petit diamant serti bas et solide. Rien de tape à l'œil, rien de voyant, mais ça lui ressemblait. Élise, solide, rayonnante, discrètement puissante. Amélia leva les yeux du bord du lit où elle était assise en pyjama. « C'est pour Élise ?» Gabriel acquiesça. Sa fille sourit. « Je pense que maman serait fière. Je l'espère. » Elle fit une pause, puis ajouta. « Elle m'a dit une fois, juste avant d'entrer à l'hôpital, que s'il lui arrivait quelque chose, je devais te le rappeler. Tu as le droit de revivre. » Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire jusqu'à ce que je te voie avec Élise. Gabriel ravala la boule qu'il avait dans la gorge. « Merci de me l'avoir rappelé. » Le lendemain matin, Gabriel se tenait devant l'immeuble Whitmore. Une douleur familière lui tordait les entrailles, mais ce n'était pas de la peur. C'était l'anticipation. Il entra par la porte de service, comme la première fois, lorsqu'il n'était qu'un donneur anonyme, un sauveur réticent. À présent, chaque pas lui semblait plus léger, plus assuré. Le bureau d'Élise était silencieux lorsqu'il arriva. Elle était assise seule devant la grande fenêtre, la lumière du soleil traversant la vitre et projetant de longues ombres sur le sol. Elle se retourna en entendant ses pas. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, aucun mot n'était nécessaire. Gabriel plongea néanmoins la main dans la poche de son manteau et tendit la boîte. Élise cligna des yeux. « C'est... » Il l'ouvrit lentement, révélant la bague. « J'ai lu une lettre hier, » dit-il d'une voix étranglée par l'émotion. D'Émilie. Les yeux d'Élise s'adoucirent. Elle dit « L'amour, ce n'est pas remplacer le passé, c'est choisir pleinement le présent. Et Élise, je te choisis. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Au lieu de cela, elle se leva, s'approcha et lui prit la main. « Je croyais savoir ce que signifiait le pouvoir, » murmura-t-elle. « Les contrats, les salles de réunion, les empires, mais c'est ça. En ce moment, savoir que quelqu'un te voit, tout entier, et te choisit quand même. » Gabriel glissa la bague à son doigt. « Je ne sais pas où la vie nous mènera, » dit-il, « mais je veux marcher à tes côtés. » Elle sourit. « Alors marchons. » Dehors, la ville bougeait comme toujours, rapide, bruyante, implacable. Mais à l'intérieur de ce bureau, deux personnes se tenaient immobiles, se tenant la main, tenant leur avenir. Un passé avait enfin été honoré, et un nouveau chapitre, pas seulement de la vie de Gabriel et Élise, s'ouvrait. Dehors, la ville bougeait comme d'habitude, rapide, bruyante, implacable. Mais à l'intérieur de ce bureau, deux personnes restaient immobiles, main dans la main, tenant leur avenir. Un passé avait enfin été honoré, et un nouveau chapitre, pas seulement de guérison, mais aussi d'espoir, avait commencé. Le jardin avait changé au fil des ans, mais pas de manière significative. Le même vieux chêne étendait toujours ses bras comme un sentinelle. Les parterres de fleurs, soigneusement entretenus par les infirmières et les bénévoles, étaient couverts de roses de fin de printemps, de tulipes et de liserons. Un petit banc en bois,
décoloré par le soleil et le temps, se trouvait sous la pergola, silencieux et digne, comme s'il se souvenait de la femme qui s'y asseyait chaque soir, attendant un miracle qui ne venait jamais. Aujourd'hui, il allait être le témoin d'un miracle d'un autre genre. Une allée blanche avait été tracée entre les parterres de fleurs. Des chaises pliantes étaient alignées de chaque côté, occupées par des spectateurs silencieux, des infirmières, des médecins, des amis et des personnes dont la vie avait croisé celle de Gabriel ou d'Élise. Même le concierge qui avait autrefois aidé Gabriel à obtenir son badge était assis respectueusement à l'arrière, vêtu de ses plus beaux habits du dimanche. Au bout de l'allée, Gabriel se tenait debout dans un costume bleu marine sur mesure, sa posture militaire adoucie par une douceur dans les yeux qu'il n'avait jamais eue auparavant. À côté de lui, Amélia ajustait le binaire sur son revers, les mains calmes et précises. « Tu as l'air nerveux », le taquina-t-elle. « Pas du tout », répondit-il. « Menteur », sourit-elle. « Mais tu as l'air heureux. » Il se pencha et embrassa le sommet de sa tête. « C'est vrai. » La musique commença, de douces notes de piano flottant à travers les haut-parleurs du jardin. Puis toutes les têtes se tournèrent. Élise apparut. Elle portait une robe blanche simple et élégante, les épaules dénudées, avec des détails en dentelle qui reflétaient la lumière du soleil comme de la rosée sur des pétales. Ses cheveux tombaient en boucles souples, et dans ses yeux brillait quelque chose qu'aucun empire commercial, aucun contrat, aucune fortune ne pourrait jamais acheter. La paix. À son bras se tenait Alfred Beaumont, toujours aussi grand, toujours aussi impressionnant, mais avec maintenant des larmes qui brillaient sans honte dans ses yeux. Alors qu'il marchait lentement dans l'allée, Élise murmura « Tu es sûre d'être prête à me donner ?» Alfred lui serra doucement la main. « Je ne te donne pas, » murmura-t-il. « Je te confie à quelqu'un qui te mérite. » Lorsqu'ils arrivèrent au bout de l'allée, Alfred regarda Gabriel, non pas avec le regard froid d'un PDG examinant un candidat, mais avec la gratitude lasse d'un père dont la fille avait enfin été sauvée. Pas par la science, mais par quelque chose de plus fort. Il plaça la main d'Élise dans celle de Gabriel et murmura « Prends soin de ma petite fille. »« Je le ferai, » Gabriel répondit-il. La voix du célébrant s'estompa lorsque Amélia s'avança, un papier plié entre les mains. Elle se tint devant la petite assemblée, s'éclaircit la gorge et commença. « Quand j'étais petite, je pensais que les miracles n'existaient que dans les laboratoires. Je pensais que l'amour n'était qu'une chose qui disparaissait quand les gens tombaient malades ou étaient blessés. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Une femme que je ne connaissais pas a donné son sang pour moi, et un homme que je connais depuis toujours a donné son cœur à quelqu'un de nouveau. Aujourd'hui, ce n'est pas un mariage parfait. Il s'agit de deux personnes qui ont traversé l'enfer, qui ont tout perdu et qui ont quand même choisi de croire. Il y a des miracles que la science ne peut pas expliquer, comme un PDG qui abandonne son pouvoir par amour ou un soldat qui réapprend à sourire. Mon père m'a dit un jour que la chose la plus courageuse qu'on puisse faire, c'est d'aimer à nouveau après avoir tout perdu. Alors, levons nos verres à l'amour courageux, à la gentillesse plutôt qu'au contrôle, et à ce genre de miracle qui ne commence pas dans un laboratoire, mais dans le cœur de quelqu'un. Elle recula, la voix tremblante, mais fière. La foule se tut, le poids de ses mots s'attardant comme la lumière du soleil après la pluie. Élise se tourna vers Gabriel. « Je pensais avoir besoin d'un remède, dit-elle, la voix brisée. Mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était quelqu'un qui me voie. Pas comme une PDG, pas comme une patiente, mais juste moi. » Gabriel lui prit la main. « Tu n'as jamais été brisée, Élise. Tu étais juste fatiguée de tout porter seule. » Ils échangèrent un regard plein d'amour. Mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était quelqu'un qui me voie. Pas comme une PDG, pas comme une patiente, mais juste moi. Gabriel lui prit la main. « Tu n'as jamais été brisée, Élise. Tu étais juste fatiguée de tout porter seule. » Ils échangèrent leurs vœux, simples, sincères. « As, je promets de ne plus jamais me cacher derrière des chiffres et des gros titres. Je promets de ne pas aimer derrière des murs, mais à bras ouverts. Gabriel, je promets de marcher à tes côtés, ni devant, ni derrière, de te protéger, de rire, d'écouter et de te rappeler chaque jour que tu n'es pas seul. » Puis vint le moment de l'échange des alliances. Gabriel glissa la bague au doigt d'Élise, tout comme il l'avait promis près du lit d'hôpital peu de temps auparavant. La foule éclata en applaudissements discrets et joyeux. De loin, derrière le treillis de pierre, une silhouette solitaire observait la scène. André, en costume impeccable, avait l'air impénétrable. Mais quand Élise sourit à Gabriel, sincèrement, rayonnante, sans retenue, André ferma les yeux un instant, puis se retourna et s'éloigna. Pas d'amertume, juste de l'acceptation. Parce que certaines histoires ne sont pas une question de reconquête de ce qui a été perdu, mais de lâcher prise pour que quelque chose de mieux puisse commencer. Alors que le soleil plongeait vers l'horizon, les invités commencèrent à se disperser. Des rires jaillissaient dans les coins tranquilles. Les enfants jouaient à chat près des rosiers.
Quelqu'un mit un disque de jazz doux près de la table des rafraîchissements. Élise s'assit avec Gabriel sous le vieux chêne, là où il avait autrefois retenu son chagrin. Maintenant, il lui tenait la main. Amélia courut vers eux, sa robe tachée de gâteau et de joie. « Venez danser avec moi », dit-elle. Gabriel se leva et entraîna Élise avec lui. « Nous sommes de très mauvais danseurs », murmura-t-il. « Je m'en fiche », rit Élise. Lui non plus. Dans ce jardin, où autrefois le chagrin avait fleuri, la joie avait enfin pris racine. Et dans la plus simple des promesses murmurées non seulement devant les témoins, mais devant le passé lui-même, un nouveau chapitre commençait. Les années avaient passé. La silhouette de la ville s'était agrandie. Le verre et l'acier s'élevaient comme des promesses tenues. Mais sous ces progrès vertigineux, quelque chose de plus profond avait pris racine. Quelque chose qui ne pouvait pas se mesurer en cours boursier ou en brevet. On l'appelait le sang de l'espoir. Ce qui avait commencé comme une initiative modeste, avec quelques camions frigorifiques, un laboratoire emprunté et une mission, était devenu un réseau de banques de sang rares à travers le pays. Les hôpitaux qui autrefois refusaient des patients faute de donneurs compatibles avaient désormais la possibilité de dire oui. Des vies qui vacillaient autrefois brillaient désormais de mille feux. Et au centre de tout cela se trouvaient Gabriel Beaumont et Élise Hale. Ils n'étaient plus définis par leur titre, leur maladie ou leurs regrets passés. Ils étaient simplement des guérisseurs, des bâtisseurs, des parents, des croyants. À l'occasion du 20e anniversaire de la fondation, l'hôpital Whitmore Memorial bourdonnait d'activité. Une banderole flottait à l'entrée. Chaque goutte, un miracle. Chaque cœur, un foyer. À l'intérieur, une douzaine de nouveaux donneurs attendaient tranquillement dans la salle d'attente propre et blanche. Certains étaient nerveux, d'autres affichaient un sourire courageux. Tous étaient là parce qu'ils avaient entendu parler d'une femme qui avait failli mourir jusqu'à ce qu'un homme anonyme lui donne une seconde chance en lui donnant son sang. Cette femme marchait maintenant dans les couloirs comme si c'était les siens. Élise avait vieilli, mais avec grâce. Elle avait retrouvé ses forces depuis longtemps. Mais ce qui l'avait adoucie maintenant, ce n'était pas la faiblesse, c'était la joie. Elle passait devant la salle de jeu où de jeunes patients coloriaient des fresques représentant des cœurs et des gouttes rouges, s'arrêtant un instant avant d'entrer dans une chambre privée où une jeune femme était assise et attendait. La patiente n'avait pas plus de 20 ans. Elle était pâle, fragile, les mains tremblantes sur ses genoux, tandis que la perfusion coulait doucement dans sa veine. Élise frappa légèrement et entra. « Bonjour », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Ça te dérange si je m'assois avec toi un instant ?» La jeune fille acquiesça, les yeux écarquillés. « On m'a dit que tu recevais ta première unité aujourd'hui. Je sais que ça peut faire peur. Je voulais juste te demander, » murmura la jeune fille. L'infirmière a dit que c'était une compatibilité rare. Je me demandais juste, qui m'a donné ça? Derrière elle, la porte grinça doucement. Une femme en blouse blanche entra. Amélia. Ses yeux reflétaient le calme de quelqu'un qui a vu des miracles et la force de quelqu'un qui en a eu besoin lui-même. Elle s'approcha de la patiente, vérifia rapidement le moniteur, puis s'agenouilla pour être à la hauteur de ses yeux. « Mon père », dit-elle doucement, « c'est son sang que tu reçois. » Les lèvres de la petite fille s'entr'ouvrirent, émerveillées. Il devait être un homme incroyable. Amélia sourit. Il l'est, mais si tu lui demandes, il te dira que ce sang ne lui a jamais vraiment appartenu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amélia regarda vers la fenêtre où la lumière se répandait sur le sol comme une bénédiction. Sa voix s'adoucit. Il te l'a donné. Il a fait ce don de lui-même pour que tu puisses vivre. Mais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Amélia regarda vers la fenêtre où la lumière se répandait sur le sol comme une bénédiction. Sa voix s'adoucit. Il te dirait qu'il appartient à la femme qui lui a appris à aimer à nouveau, la femme qui lui a rendu la vie. La petite fille cligna des yeux, confuse mais réconfortée. Puis elle sourit. Ce soir-là, Gabriel était assis seul sur un banc à l'extérieur de l'atrium vitré de l'hôpital. Une sculpture dans le jardin portait les noms de centaines de patients sauvés grâce au sang de l'espoir. Mais son regard n'était pas fixé sur la pierre. Il était tourné vers les étoiles. Élise le rejoignit silencieusement et glissa sa main dans la sienne. « Elle va bien ?» demanda-t-il. « Elle ira bien. » Ils restèrent assis en silence, enveloppés dans une paix acquise au prix du feu et de la perte, du pardon et d'une seconde chance. Élise appuya sa tête sur son épaule. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit une fois, que tu n'étais pas un miracle ?» Gabriel rit malheureusement. « Oui, tu avais tort, » dit-elle en levant son visage vers le sien. « Tu étais le miracle que je n'avais pas vu venir. » Il sourit, les yeux brillants d'émotion. « Et tu es la raison pour laquelle j'ai recommencé à respirer. » Amélia se tenait dans le couloir, les regardant de loin. Elle tenait un bloc-notes dans une main et une photo dans l'autre, la photo de mariage de sa mère. Dans la lumière tamisée, la ressemblance entre les deux femmes était presque troublante. Mais l'amour qui se dégageait de la scène devant elle, entre Gabriel et Élise, était unique. Elle murmura « Tu avais raison, maman. Il a trouvé sa voie. » Plus tard dans la soirée,
pendant la cérémonie de clôture du gala anniversaire, un jeune garçon est monté sur scène, nerveux et serrant une note dans sa main. Il avait été sauvé par le sang de l'espoir et il voulait dire « merci ». Ma mère m'a dit que parfois, les héros ne portent pas de cape, a-t-il lu d'une voix tremblante. Parfois, ils retroussent juste leurs manches. Une goutte m'a sauvé la vie. Mais cette goutte venait de quelqu'un qui avait un grand cœur. Alors merci, qui que tu sois. Il fit une pause, regarda Gabriel et Élise au premier rang. Et j'espère qu'un jour je deviendrai quelqu'un qui donnera autant que vous. Les applaudissements furent tonitruants, mais Gabriel n'applaudit pas. Il regarda simplement Élise, les yeux remplis de larmes, le cœur débordant. Elle lui prit la main, et ensemble, ils sourirent, doucement, humblement, pleinement. Épilogue. Au-dessus de l'entrée du centre Blood of Hope est désormais accrochée une plaque. On peut y lire « Une goutte sauve une vie. Un cœur guérit une âme en mémoire de ceux que nous avons perdus, et en l'honneur de ceux qui ont choisi de donner. » Et si tu demandes à n'importe qui pourquoi ça marche, pourquoi des inconnus de tous horizons viennent donner leur sang, ils te montreront deux personnes qui ont transformé leur douleur en raison d'être et leur chagrin en grâce. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient prêts à pardonner, à aimer, à recommencer. Et c'était leur histoire. Une histoire qui nous rappelle que parfois, un simple geste de gentillesse, aussi petit que donner son sang, peut changer non seulement une vie, mais aussi un héritage. On aimerait savoir d'où tu regardes cette vidéo. Partage-le avec nous dans les commentaires ci-dessous. Tes histoires, ta présence compte énormément pour nous. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui inspirent, apaisent et nous rappellent à tous que le bien existe encore. Merci d'avoir passé du temps avec nous. On te souhaite paix, amour et beaucoup d'espoir. À la prochaine fois.